Eh bien, bonjour mes chers amis, et une nouvelle fois, et nous voilà euh, aujourd'hui sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans sa totalité, dans son ensemble, chaque être humain travaille sans le savoir à construire la perfection humaine pour nos futurs descendants. Il faudra encore quelques siècles de travail, de combat, de lutte, de castagne, de guerre, malheureusement, de destruction, pour qu'on atteigne cet état-là. Mais on commence à prendre conscience de notre impact, de l'absurdité de la guerre, de la destruction, etc., de l'absurdité de l'obsolescence programmée, de l'impact qu'on a sur le, sur le climat et du comportement humain qui doit changer, des soins pathologiques, des soins psychologiques sur nos pathologies, des pathologies qui sont logiques, elles sont inhérentes à la transformation d'un primate naturel qui était habitué à s'affirmer aux dépens de ses congénères sans qu'il y ait de loi ni rien qui l'interdise. Chez les chimpanzés, le dominant qui veut prendre quelque chose au dominé sans lui demander l'autorisation, il le fait. Là, en sortant de ces lois de la nature pour passer dans les lois de la culture, on a mis des entraves à ce genre de comportement. Et donc ces entraves, soit on se fait, quand on a la pulsion de se venger, de faire du mal à autrui ou quoi que ce soit, on est obligé de la frustrer. Alors soit on la frustre et ça fait des pathologies, des névroses, soit on trouve des moyens d'abuser l'autre tout en restant dans la légalité, et ça, c'est les psychismes à tendance narcissique. Et soit on transgresse la loi et on abuse directement, et ça, c'est les psychismes qui sont, comme dit, psychopathiques. Voilà, psychopathologiques. Donc, toutes ces pulsions, toutes ces pathologies, on les soignera, on en viendra à bout, l'humanité en viendra à bout. Il faudra peut-être 2, 3, 4, 5 siècles. Peu importe, l'humanité, elle a le temps, c'est nous qui n'avons pas le temps. Nous, notre vie, elle est circonscrite à un siècle, on voit un peu avant, un peu après, grand maximum, mais on ne peut pas se projeter 3, 4, 5 siècles après. Mais l'humanité, elle a le temps. Ça fait déjà des centaines de milliers d'années qu'elle est en marche, et donc en route, on va dire, plutôt qu'en marche, c'est un terme que j'aime pas. Et donc voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des audios que j'écoute sur France Culture bien souvent. Et là, depuis un bon moment, déjà depuis 18 épisodes sur 20, il y en a 18 sur 20, j'écoute et je digresse à partir de François Châtelet sur France Culture, une histoire de la raison. Donc c'est comment la raison s'est installée dans la conscience humaine, comment elle a grandi, comment elle a grossi, comment elle s'est fortifiée pour devenir toute puissante, en écartant même le spirituel et donc en déséquilibrant un peu le monde, selon moi, ça c'est mon analyse. Parce qu'il lui manque quelque chose. Le spirituel est fondamental à l'évolution humaine. On doit se demander pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Qu'est-ce qui a pu mettre en œuvre cet univers tel qu'on le voit? De quoi est faite la matière? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Est-ce qu'il y a un au-delà de ce monde, ou est-ce que Dieu est inhérent à ce monde, comme le dit Spinoza, etc. Voilà, tout un tas de choses comme ça. Alors, je lance l'audio et puis je commente. Voilà comment je pratique. Et je découvre en même temps, parce que je ne l'ai pas écouté. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans Une histoire de la raison de François Châtelet, une série diffusée en 1992 à partir d'enregistrements donnés par le philosophe en 1979, on peut constater que Hegel occupe une large place.
Ainsi, le Il y 17e a eu épisode, 3 qui, comme on va épisodes l'entendre, sur devait s'intéresser à Marx, était-il C'était le seul d'ailleurs. Il y a eu Platon, il y a eu Aristote, et après on est passé à Galilée, etc. Euh, mais donc Hegel avait vraiment il a braqué vraiment sa réflexion sur Hegel, et c'était très très important parce qu'Hegel est central dans l'évolution de l'humanité. Et Hegel, justement, à mon sens, avait les deux versions, avait la version spirituelle et la version matérielle, et qui a donné deux écoles en réalité. C'est comme ça que je l'analyse. Je ne suis pas un spécialiste et je ne suis pas un universitaire, donc il vaut mieux après aller voir si c'est des réalités ce que je dis, mais c'est plus intuitif que réflexif, on va dire. Et donc, d'un côté, il a donné, le matérialisme a été repris, sa voie matérialiste a été reprise par Marx et Engels, pardon. Et puis l'autre voie, la voie spirituelle, je ne sais pas qui c'est qui a repris sa réflexion spirituelle de l'autre côté, mais je pense que c'est ce qui a donné vraisemblablement peut-être Husserl, peut-être Heidegger, voilà, peut-être Bergson, peut-être à la suite de ça, peut-être Fourier, Proudhon, Saint-Simon, voilà, je ne sais pas qui, mais il y a ces deux voies-là. Comme les deux précédents, consacré à la philosophie hegelienne et plus précisément à une analyse par François Châtelet de la philosophie de l'état de Hegel. Une analyse que François Châtelet jugeait capitale de ne pas escamoter, puisque la critique de la philosophie de l'état de Hegel était précisément pour lui le point de départ de la pensée de Marx. En somme, Oui. prolonger là le moment passé avec Hegel, c'était déjà être en compagnie du jeune Marx, qui n'apparaîtrait que dans l'épisode suivant. Je vous renvoie à l'écoute. En proposant 7 ans après la disparition du philosophe Une histoire de la raison, Émile Noël invitait les auditeurs de France Culture, y compris les moins familiers des discours philosophiques, à suivre François Châtelet dans un long voyage de la rationalité à travers les âges. Avec l'épisode que nous allons entendre, on abordait la dernière partie du périple de la raison, tout au long duquel François Châtelet s'arrêtait à ses étapes les plus importantes. François Châtelet, Une histoire de la raison, 17e d'une série en 20 épisodes, Raison et société, une émission diffusée la première fois le 25 août 1992 sur France Culture. Et la façon L'histoire de la raison dont parle François Châtelet, c'est un pur régal. Ça compense avec la façon agitée que j'ai de parler, d'ailleurs. par François Châtelet. Une série d'Émile Noël. Aujourd'hui, raison et société. Mais non, mais c'est pas le bon. Mon Dieu. Jean-Paul Gaultier pour Stéphane Kélian, roman d'une J'étais resté sur le... Dans cette émission de 1992, dans laquelle François Châtelet, disparu en 1985, parlait depuis 1979, on pouvait l'entendre dire pourquoi on ne pouvait être surpris
par la nature des états nés de la pensée marxiste et donc de ce qu'elle avait malgré tout d'hegelien. François Châtelet, Une histoire de la raison, 18e d'une série en 20 épisodes, La lutte des classes, une émission diffusée la première fois le 26 août 1992 sur France Culture. Alors que faut-il faire? Il faut passer à un stade supérieur, mais quoi? Eh bien, le premier stade est la propriété. Il faut passer à un stade supérieur, et nous en étions arrivés au constat qu'il fait que malgré la consommation guerrière, malgré la colonisation, comme remède au conflit de la société civile, eh bien, ça c'était le dernier épisode. Alors que faut-il faire? Il faut On en passer était à un resté stade là. supérieur, mais quoi? Eh bien, le premier stade concernait la famille et la propriété avec le droit. Donc, en définitive, dans le dernier épisode, il disait que le capitalisme, en somme, le libéralisme, et l'organisation de la société comme ça, entre des dominants et des dominés, un système, une bourgeoisie, un prolétariat, plus ou moins, ça correspondrait à ce que ça va devenir chez Marx. Ça arrive toujours au chaos. Et pour résoudre ce chaos, le système utilise la guerre pour restaurer le commerce, pour redynamiser le commerce, ou la colonisation, ou voilà, des choses qui sont indécentes en réalité. Le second, c'était le stade de la société civile. Eh bien, le troisième doit être celui de l'État. Avant de faire l'analyse théorique de la position hegelienne, il faut préciser quelles étaient ses options politiques, bien que elles ne soient pas nécessaires, mais c'est pour une indication d'ensemble. En général, on fait beaucoup d'erreurs concernant la position politique de Hegel. On le traite souvent d'étatiste, d'absolutiste réactionnaire. C'est complètement faux. Et nous avons sur ce point d'ailleurs un témoignage qui est important, qui est le témoignage même de Marx, qui pensait que... À mon sens d'ailleurs, dans le travail de Hegel, justement, peut pas en faire un réactionnaire pur et dur. Qu'il ait eu peur de l'esprit révolutionnaire de certains peut-être, et donc de vouloir protéger le système pour l'empêcher d'avoir du chaos, mais son esprit ne correspond pas, à mon sens, à un esprit réactionnaire. Un bourgeois libéral. Un peu l'analogue de ce qu'a été, à peu près à la même époque que lui, un petit peu plus tard, Alexis de Tocqueville en France. Ces hommes qui étaient très soucieux de l'État, sans aucun doute, de l'ordre, des hommes très attachés à l'ordre, des conservateurs, mais des conservateurs comprenant que si les dominants ne lâchaient pas du lest, la société s'acheminait vers des convulsions effroyables. C'était, pour employer le vocabulaire actuel, Hegel aurait été un homme du centre, ni centre droit, ni centre gauche, un homme du centre. Et ce qui, à l'époque, dans la Prusse absolutiste, était d'ailleurs une forme de courage. Il faut remarquer que les 2 derniers articles que Hegel a écrits ont été censurés par la Prusse, par la police prussienne. Et nous avons heureusement retrouvé les manuscrits qui ont été récemment publiés en langue française. Alors, comment ce bourgeois libéral réussit-il à concevoir l'état de son temps? Ce qu'il caractérise, nous dit-il, c'est la souveraineté. Il est l'absolu sur cette terre. Rien ne peut être mis au-dessus de lui, et il incarne la volonté de la collectivité tout entière. L'État, donc. Et il c'est ajoute... curieux, c'est l'État qui est l'absolu. Alors, est-ce que c'est le système de l'État, c'est-à-dire
de l'État démocratique, un groupe de dominants qui se fait élire par l'ensemble du groupe pour exprimer et pour développer les valeurs du groupe, pour faire que le groupe dans son ensemble soit heureux. Si c'est ça, ça peut se faire au niveau universel. Mais si c'est l'État allemand de l'époque ou l'État prussien qui était l'idéal, non, évidemment, ça doit être dépassé vers l'universel. Doute que l'État est la raison en acte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour que l'État soit vraiment l'absolu, pour qu'il représente effectivement la volonté de la collectivité, Voilà. il faut opérer une profonde transformation de ceux-là qui incarnent la souveraineté étatique, c'est-à-dire les gouvernants. Les dominants, voilà, je suis à 100% d'accord avec ça. Et c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle depuis le début. C'est les dominants qui doivent être réformés. Le peuple, il est déjà prêt à l'unité, à l'unification, à la bienveillance, à la fraternisation, etc. C'est pas le peuple qui déclenche les guerres, jamais. C'est jamais le peuple qui dit « allez, on y va, on va faire la guerre ». C'est les dominants. Et le problème, c'est les dominants. C'est eux qui ont, ça fait partie de leur qualité. C'est eux qui ont le plus d'agressivité, qui ont le plus de combativité, qui ont le plus de désir d'entreprendre, qui ont le plus, etc., etc. Ils ont ces qualités, c'est d'organiser, de gouverner, d'imposer des choses, etc. Tout ça, ça fait partie de leur qualité. Mais c'est un défaut s'ils le font pour eux. S'ils le font pour le peuple, vraiment avec une conscience du peuple, c'est-à-dire une vraie conscience démocratique, c'est parfait. S'ils le font avec une conscience aristocratique ou oligarchique, ça fonctionne plus, c'est-à-dire qu'ils vont abuser le peuple au bénéfice de l'oligarchie. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est pas du tout bon pour le peuple. Donc c'est bien le psychisme du système dominant qui doit évoluer. Ce psychisme, dans la vidéo précédente, j'ai bien montré qu'en Occident, il décline de 600 ans d'esclavagisme, donc de capacité à mettre en esclavage tous ceux qu'ils ont mis en esclavage aux États-Unis, etc. Et l'esprit colonial qui a permis à l'Occident de coloniser pendant 400 ans, 300 ans, une grande partie du monde. Donc cet état d'esprit colonial qui oblige au narcissisme, qui oblige à avoir un sentiment de dominer, d'être dominateur, en somme, de penser que l'autre n'a aucun intérêt, qu'il n'est pas, qu'il est rien, parce que si on le considère comme son égal, on ne peut plus le coloniser. C'est pas possible, on peut que devenir des partenaires, mais on ne peut pas coloniser. Pour coloniser, il faut avoir l'esprit colonial, il faut avoir un esprit narcissique. Et cet esprit, il se transmet dans le système dominant occidental depuis son origine. Et c'est ça qu'il faut réformer. Et c'est cet esprit occidental qui domine le monde. C'est lui qui trace la route. C'est les dominants occidentaux qui donnent les valeurs de l'humanité. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Et en plus, c'est les valeurs des dominants qui sont mis en avant dans la société, qui passent à la télévision, etc. Symboliquement, c'était l'époque de Bernard Tapie, etc., qui vient et qui dit, voilà, il faut être tous comme moi, des entrepreneurs, des gens, etc. Si on fait un monde d'entrepreneurs, de dominants, c'est un monde de castagne, c'est un monde de violence. Parce que plus il y a de dominants, plus il y a de combats entre les mecs. C'est entre les gens, c'est légitime. C'est pour ça que c'est les valeurs du peuple qui doivent être prises. C'est pour ça qu'on évolue vers la démocratie, pour abaisser le taux d'agressivité. Le monde, il est devenu hyper agressif parce que c'est les dominants qui ont le système des valeurs et non pas le peuple.
Voilà, le problème, il est aussi simple que ça. Donc, c'est les dominants qu'il faut maîtriser et éduquer. Gouvernants. L'intelligence des dominants est surestimée. Soit des vainqueurs qui se sont imposés par la force, soit des riches qui se sont imposés par leur pouvoir économique, soit des démagogues qui se sont imposés par le fait qu'ils ont su séduire le peuple et recueillir les suffrages. Cela selon les divers régimes. Il a tout à fait compris. Je Hegel découvre en dit même temps. Que ce qui Ça, caractérise l'État moderne, Hegel qui parle. c'est le fait qu'on a enfin compris, pratiquement compris, lui étant chargé de le comprendre théoriquement, qu'à la tête de l'État devait figurer des hommes compétents, des hommes bienveillant formés à l'éducation rationnelle. Et démocratique. C'est ça qu'aujourd'hui, Hegel, à l'époque, c'était rationnel qui était le terme pour Hegel en 1820. Mais maintenant, c'est des hommes démocratiques. La plupart de nos dominants n'ont pas compris la beauté de la démocratie, le sens de la démocratie. Ils en parlent, ils disent « je suis démocrate », nous c'est la démocratie, etc. En théorie, ils savent parler de la démocratie, mais ils n'en comprennent pas la substance. Ils n'ont pas compris pourquoi c'est la souveraineté du peuple. Pourquoi le peuple doit être souverain en démocratie. Pourquoi c'est les valeurs du peuple qui doivent être en haut et non pas les valeurs des marchands, les valeurs de l'oligarchie, les valeurs de l'entreprise, etc. C'est le peuple qui doit amener ces valeurs. Et les valeurs du peuple, c'est la fraternité, la camaraderie, le bon esprit, la paisibilité avec le monde, voilà, le bonheur, la recherche du bonheur, c'est pas la recherche du profit, c'est pas... Si on était dans une démocratie, est-ce qu'une démocratie, elle accepterait un libéralisme tel qu'on le vit? Un moment où on fait courir les mecs pour bosser, où, là où il faudrait 4 places, on en met 2 et on leur dit « Allez, il faut que vous fassiez le boulot de 4 personnes ». Est-ce qu'on ferait ça? Est-ce que le peuple, si c'était lui qui avait le choix, il choisirait ce type de libéralisme? Jamais de la vie. Donc, c'est bien qu'on ait abusé. On élit des gens, et ça, c'est parce que les médias appartiennent à l'oligarchie. Et l'oligarchie, c'est le patronat. Donc, les médias actuels appartiennent aux dominants. Et donc, ils donnent les valeurs des dominants. Les mecs qu'ils embauchent, ils sont là pour les Pascal Pro et machin, ils sont là pour diffuser les valeurs de l'élite, les valeurs élitistes. Et donc, ça donne une ambiance complètement de malfaiteurs, quoi, une ambiance d'agressifs, de gens qui doivent détester les autres. Parce qu'en fait, c'est ça, quand si vous êtes sur si vous vivez sur un port sur la Côte d'Azur où il y a des yachts, etc., la jalousie entre les gens, mais c'est hallucinant dans le milieu des dominants. C'est hallucinant, mais parce que c'est leur esprit de compétition, c'est leur esprit voilà, c'est un état d'esprit qui est comme ça. Et c'est cet état d'esprit qu'on nous diffuse à travers les médias. Voilà. Et ça, c'est impossible. Ça peut faire qu'augmenter le nombre de violences, d'agressivité, de racisme, etc. C'est une logique imparable. Donc les médias doivent être isolés des dominants. Les dominants doivent apprendre à devenir ce que c'est que la beauté de la démocratie. Et donc, on doit c'est pour ça que sur une des vidéos anciennes, je dis on devrait leur interdire de lire Machiavel. Et à la place de Machiavel, il faudrait qu'ils lisent, je ne sais pas moi, Proudhon ou pas Proudhon, mais
Saint-Augustin ou j'en sais rien. Bon, bref, qui lisent des spirituels et qui lisent les vrais démocrates, ceux qui ont pensé la démocratie. Quel est l'intérêt de la démocratie? Ça doit exister des livres qui parlent vraiment des valeurs démocratiques. On prend l'idée platonicienne des philosophes rois, mais en la modernisant profondément. Et alors voilà, le philosophe pour Platon, c'était le philosophe qui devait prendre le pouvoir, en somme, qui devait être au pouvoir. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des philosophes, il vaut mieux qu'ils ne soient jamais au pouvoir, parce que ça serait une catastrophe. Donc c'est pas ça, c'est pas c'est l'ambiance d'une philosophie, mais une philosophie bienveillante, une philosophie universaliste. C'est des universalistes qui doivent être au pouvoir, des gens qui sont capables de dire il y a l'égalité entre un Inuit, un aborigène, un Africain, un Occidental, un Européen, un Américain. Ils sont égaux et on doit les choyer tous de la même manière. Il y a le peuple, il est souverain planétairement maintenant. On n'a pas à aller piller l'Afrique comme on le fait, continuer à trouver des moyens après la colonisation pour coloniser de façon indirecte. On doit en finir avec ça, c'est terminé, on doit passer sur quelque chose d'égalitaire. Voilà, comment on devrait éduquer en affirmant que l'État moderne qui est construit comme il convient. Et cela apparaît, dit-il, dans certains aspects de ces États, mais ces aspects sont insuffisamment développés. Les fonctionnaires sont des gens qui sont recrutés par voie de concours, en fonction de leurs compétences. Bon, donc voyons, pour nous résumer, au sommet, un individu empirique qui incarne la souveraineté. Il faut bien que la souveraineté ait une représentation physique, le chef de l'État, que pour apposer le sceau de la collectivité, ou, je ne sais pas, donner la signature, par exemple. Hegel pense que la monarchie constitutionnelle n'est pas plus mal qu'un autre régime à cet égard. Il se rallie à cette solution, car pour lui, ça n'a pas grande importance. D'accord. Il s'agit essentiellement pour celui qui incarne la souveraineté de figurer ce qu'elle est. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Que ça soit un aristocrate ou que ça soit un énarque ou que ça soit un homme du peuple, c'est la même chose. Si la compétence, elle est parfaite, c'est ça. C'est une question de compétence et une question de pouvoir. Il n'a pas à avoir de pouvoir. Le chef d'État n'a pas à avoir le pouvoir de décider pour lui tout seul ou avec un groupe d'êtres humains sur des valeurs fondamentales. Par exemple, la guerre, il n'y a aucune raison qu'un chef d'État puisse décider d'envoyer des armes à tel ou un tel, de faire des coups de menton avec de guerriers ou de soutenir. Non, tout ça, ça doit passer par le peuple. C'est-à-dire que les représentants du peuple doivent dire oui, non, on ne veut pas de ça. Et il n'y aurait pas de guerre si c'était dans une vraie démocratie, parce qu'il n'y a aucun peuple qui déciderait d'avoir une guerre. Dans une vraie démocratie où les médias n'appartiennent pas aux dominants, donc avec l'aptitude de pouvoir faire accepter au peuple des choses, on le voit, hein, comment d'un seul coup, quand il y a eu le conflit en Ukraine, comment d'un seul coup les médias, l'ensemble des médias a travaillé pour diaboliser l'un, survaloriser l'autre, etc., faire en sorte que on déteste celui-ci et qu'on adore celui-là, etc. C'est les médias qui fabriquent ce genre de choses. Et ça doit être enlevé des mains de l'oligarchie. Les médias doivent appartenir au peuple, c'est-à-dire que ça doit être des gens justes qui disent voilà, ce conflit,
S'il arrive ce conflit, c'est parce qu'il y a telle et telle et telle et telle raison. C'est ça les choses. Est-ce que vous voulez maintenant qu'on s'engage dans ce conflit? Est-ce que vous ne voulez pas qu'on s'engage dans ce conflit? Est-ce que vous voulez qu'on soutienne la paix? Est-ce que vous voulez qu'on soutienne la guerre et le fait de pousser l'autre à la guerre, par exemple? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit gérer. Et après, le chef de l'État ne doit pas avoir la toute-puissance. C'est tout simple, il doit connaître les valeurs démocratiques, pourquoi on est arrivé à la démocratie sur le bout de son nez, de son doigt. Voilà. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre écoute. Et puis, je démarre doucement là. Alors, on y va. N'oubliez pas, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt dans cette vision atypique des choses, et révolutionnaire, on peut le dire, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Tout ça, il y a le lien en dessous en général. Tout ça augmente la visibilité du site. Voilà, mais que si vous le jugez bon. À bientôt et merci de votre soutien et de votre présence, même silencieuse, je la ressens. Merci.